Ah, si je mets dans cette époque de Dieu pourtant de cœur généreux, le génie de l'Europe, celui de la vérité, celui de l'histoire, se sont tournés même involontairement vers Sainte-Hélène sous le grand Napoléon. Si l'on cherchait dans cette île dont ils pensaient qu'on eût dû s'efforcer du moins de faire son Élysée, qu'elle n'aura pas été. L'indignation d'apercevoir dans l'auréole des tentes d'actes immortels cloués sur un roc à la façon de Prométhée et sous les griffes de son ventu qui se délecte aussi à le déchiqueter pièce à pièce. Oh, quelle infamie! Quelle honte éternelle! Dans cette période, la santé de l'empereur a constamment et grandement décliné. Ce cœur cru, si robuste, qui avait résisté à tant de travaux, qu'avions épargné tant de fatigues, qu'avions soutenu les victoires et la gloire, culpé de surmer sous des infirmités, qui était la méchanceté des hommes. C'était presque chaque jour quelque incommodité nouvelle, des ressentiments, des fièvres, des fluxions violentes, des symptômes, des scorbut, des rhumes continuels. Les traites sauteraient, la marche devenait pesante, les jambes se gonflaient, nos cœurs se déchiraient, de la voix curieux, visiblement vers une destruction infaillible et prochaine. Tous nos soins n'y pouvions rien. Il avait renoncé depuis longtemps au cheval et fini par renoncer à peu près aussi la calèche. Même la simple promenade à pied devint rare. Et il se trouva réduit à peu de choses près, à la stricte réclusion de ses appartements. Il ne s'occupait plus désormais d'un travail suivi et régulier. Il ne nous dictait guère qu'à des longs intervalles et sur des sujets des plus fantaisies du moment. Il passait la plus grande partie du jour seul, dans sa chambre, occupé et feuilletait quelques livres, ou plutôt ne faisant rien. C'était ceux qui ont dignement jugé de toute la puissance de ses facultés, apprécié la force d'âme qu'il lui fallait peu dévorer paisiblement la charge accablante d'un tel ennui, d'une aussi odieuse existence, car vis-à-vis de nous, c'était toujours la même sérénité de visage, la même égalité de caractère, le même piquant, la même liberté d'esprit, parfois même de la gaieté, de la plaisanterie, mais dans les détails de l'intimité, il était aisé d'apercevoir qu'il n'y avait plus en lui ni préoccupation de l'avenir, ni méditation du passé, ni souciance du présent. Il obéissait passivement désormais à la nature physique, et dont on tire du goût de la vie. Les termes en étaient peut-être un secret désiré. Tel était l'état des choses quand je fus enlevé de Longwood. Car ce moment approche, il n'est pas loin. Je n'ai point que signé dans le cœur de mon recueil toutes les minutieuses circonstances de nos querelles avec le gouverneur, non plus que les nombreuses notes officielles échangées entre nous. J'ai omis également les ignobles misères accumulées sur notre existence animale. Mon but n'était point d'écrire l'histoire de Longwood et de ses douleurs, mais seulement de faire ressortir les nuances caractéristiques de Napoléon. Au surplus, si on est curieux, on peut aller chercher tous ces détails dans la relation du docteur O'Meara. C'était petit à savoir, l'un de ceux sur lequel il frappait, qui était trop mérité, mais chez le docteur, qui n'en était que les témoins, qui nous étaient étrangers, qui étaient empeurés même d'ailleurs,
du parti adverse ce soit de sa part et dont sa situation ne peut ne doit avoir était que le résultat d'une émotion profonde, d'une indignation généreuse qui honore son cœur.